Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Maison de la presse, Babacar Touré sur la corniche ouest de Dakar. Il y est 12h08. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 3 juillet 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Restitution des conclusions des assises des médias. Le président du comité scientifique, Martar Silla, plaide pour une refonte de l'écosystème médiatique sénégalais. Vous l'entendrez dans ce journal. Dialogue avec les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique et de la formation a rencontré la mairie de Touba. Son secrétaire général Alioune Kébé a salué l'engagement du maire. Nous nous rendrons à Touba Mosquée. Kaolack, insuffisance d'arbres et espaces verts, avancée du sel causée par le changement climatique et les déséquilibres hydrodrastiques que l'environnementaliste Sambaba sensibilise sur les dangers. La chronique judiciaire de ce jeudi, la violence très présente dans la société est marquée dans les affaires judiciaires avec des coups et blessures volontaires, injures, menaces de mort. Ndeye Fatou Cissé dans sa chronique. Sur l'international, des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont mené une attaque d'une ampleur inédite dans la région de Caille, dans l'ouest du Mali. Et puis sport, l'international portugais Diogo Jota, attaquant de Liverpool, est décédé hier dans un accident de la route dans le nord-est de l'Espagne. L'ancien coéquipier de Sadio Mané était âgé de 28 ans. La revue du quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Doucek Kenemé assure les opérations techniques, restitution des conclusions des assises des médias. Mamadou Thior et les acteurs de la presse ont estimé que le diagnostic est déjà établi avec des défis structurels et conjoncturels à travers cet atelier de restitution des conclusions des assises des médias. Mamadou Thior, que je vous propose d'écouter. Comme vous le savez, depuis octobre 2024, nous avions achevé ces travaux-là et le rapport était disponible à cette époque. Après avoir salué le président, dire que ce long processus montre le travail méticuleux qui a été abattu. Parce que, comme ça a été rappelé, le lancement a eu lieu réellement lors de l'atelier de Touba Biala, où nous nous étions rencontrés en octobre 2022. Et on voulait même lancer dans la foulée de l'atelier les assises. Mais bon, après, vous avez vu les péripéties, les fonctionnaires des médias qui étaient mis dans les liens de la détention. Et ça nous avait un peu amené le président du comité de pilotage, parce qu'au jour le jour, j'ai chapeauté tout cela à la maison de la presse. L'engagement des différents membres des commissions, parce que nous avions 6 commissions au total. Et ces 6 commissions-là, je vous dis, les gens travaillaient jusque tard, des fois dans la nuit. Et c'était vraiment des réunions avec tous les acteurs qui venaient d'horizons divers. Je les citerai parce qu'ils sont dans la salle. La société civile était représentée, les universitaires, les syndicalistes, les écoles de formation en journalisme, les doyennes et doyens qui nous ont précédés dans ce métier-là, le secteur informel, parce que le travail que nous voulions que ce soit le plus inclusif. Mamadou Thior a rappelé que les recommandations ont pris en compte un certain nombre de préoccupations, la sécurité journaliste, l'autorégulation et comment faire avec les nouveaux médias, autant de problématiques qui méritent des solutions. Réécoutons-le. Les médias pour qui nous travaillons sont au service et ce public-là a son mot à dire. Et nous avons donné l'occasion à ce public-là de venir diagnostiquer ensemble mal et essayer de trouver les remèdes. Parce que nous sommes conscients que dans la marche d'une profession, à un certain moment, il est bon de s'arrêter et de faire son autocritique. Cette autocritique-là, nous l'avons fait pendant au moins 2 ans et le rapport va vous dire ce qui est ressorti de ce travail-là. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons repartir d'un nouveau pied et du bon pied parce que vous n'êtes pas sans savoir que le contexte quand même est difficile, mais quand vous verrez les recommandations, pour chaque commission, le rapporteur général Cheikh Thiam va y revenir en détail. Commission 1 où on a parlé de tout ce qui est loi sur la régulation, l'autorégulation. Il y a une commission qui a planché sur le modèle économique des médias. Vous savez, c'est une question d'actualité. La formation, pour la revoir.
la sécurité physique des journalistes, mais aussi la sécurité sociale, parce que aussi, ça aussi c'est important. Les nouveaux médias, parce qu'aujourd'hui c'est une question éminemment importante, comment faire avec ces nouveaux médias-là. Autant de problématiques que nous avons abordées et essayer d'apporter des réponses. Les réponses peuvent ne pas être exhaustives, mais au moins nous avons tenté. Et c'est ça qu'il faut saluer. Le fait que ça soit le Sénégal dans toute sa diversité, chacun ait donné son idée pour qu'ensemble nous couchions ça dans le rapport qui vous sera présenté tout à l'heure. Mamadou Thior qui a rappelé que les recommandations ont pris en compte un certain nombre de préoccupations. Le président du comité scientifique des Assises nationales des médias recommande par ailleurs une refonte des contenus médiatiques. Selon lui, il est impératif de proposer des contenus en phase avec nos réalités culturelles et sociales, avec les mutations liées au numérique. Pour discuter du développement de la radiodiffusion et de la télévision et des médias en Afrique de manière générale, de leur résilience financière, technologique, mais également, et c'est ça qui est également fondamental, de l'innovation nécessaire dans les contenus. Une autoroute ne sert à rien s'il n'y a pas des véhicules qui roulent. Donc les contenus sont une cause absolument essentielle. Donc l'objectif global et les objectifs spécifiques pris en compte par les 6 commissions a permis de faire cet état de lieu global du secteur et de trouver et proposer des solutions aux divers problèmes en s'inscrivant dans cette démarche à la fois prospective, ambitieuse, structurante. Le secteur de l'information et de la communication, secteur transversal par excellence, est un levier stratégique dans le processus de consolidation de toute démocratie, de renforcement des valeurs de paix, de justice, d'unité, de solidarité, de valorisation et d'influence internationale. Aujourd'hui, vous le voyez, au nom du soft power, tous les courants, tous les secteurs, toutes sortes de contenus sont aujourd'hui au-dessus de nos têtes, y compris dans nos langues nationales, avec des projets qui viennent notamment pour le Poulard. Lorsqu'on identifie 66 millions de locuteurs sur le continent, ce ne sont pas les Africains qui le font, c'est d'autres qui viennent qui le font à d'autres places aujourd'hui. Donc les enjeux sont fondamentaux. Tout en plaçant la satisfaction des citoyens au cœur de nos activités. Notre secteur, le secteur médiatique, est un pôle à valeur ajoutée, tant d'un point de vue culturel, social, démocratique que d'un point de vue économique. Ce n'est pas comme une boulangerie où on vend des pains, ce n'est pas comme une grande surface où on voit différents articles et marchandises, mais l'impact sur tous les secteurs, et là je pense que la crise du Covid ou de la Covid, peu importe, l'a démontré, le rôle que les médias ont pu jouer en se substituant aux structures traditionnelles d'éducation et en jouant effectivement ce rôle de sensibilisation. Que l'on soit public ou privé, nous sommes tous des organes qui font du service public au quotidien. Quand hier, pratiquement tous les médias relaient ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, quand la plupart des médias relaient le voyage du chef de l'État en ce moment en Espagne, etc., nous faisons du service public parce que nous mobilisons nos agents, nous payons l'électricité, nous payons des personnels, etc., etc. Donc au-delà, effectivement, de la catégorisation juridique, nous sommes tous embarqués dans une même barque, celle des médias qui veulent effectivement jouer le rôle pleinement au niveau donc de notre pays. C'est ainsi donc que des recommandations sérieuses ont été formulées relatives au cadre institutionnel et juridique sous ces divers aspects. Et là, c'est fondamental. L'architecture globale juridique est le déterminant. Aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde le ressasse. L'autorité de régulation de nos jours n'est plus appropriée. Heureusement, des discussions ont eu lieu et sont en train de se prolonger pour effectivement arriver à avoir une instance qui puisse réguler tant les médias de manière générale, mais également la publicité avec un code de la publicité qui date d'années où la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Donc, il est absolument indispensable aujourd'hui que nous arrivions à cet arsenal juridique, cet arsenal institutionnel qui prend également en compte la sécurité, la protection, notamment des jeunes reporters, des jeunes personnes. Quand je dis jeunes reporters, je mets toutes les professions, les techniciens de l'audiovisuel de manière générale. À l'instant, Martha Silla, ancien directeur général de la RTS, président du comité scientifique des Assises nationales des médias. Pour le président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, Cheikh Oumar Sy, appelle au régime actuel à revoir sa position vis-à-vis du secteur de la presse. On constate une réelle tension entre les acteurs des médias et le régime. Aujourd'hui, nous avons un défi majeur. Et ce défi, c'est, comme il l'a dit, la crise de la presse nous impacte tous. Moi, je ne regarde pas seulement du prisme, ce que nous vivons aussi en termes de restriction de la presse aujourd'hui, mais ça a un impact sur l'analyse économique du pays. Aujourd'hui, quand on est un pays pétrolier gazier, on a besoin d'analyse concrète, on a besoin d'avoir des outils d'information nécessaires parce que ça participe à la performance du pays. Mais aujourd'hui, ceux qui doivent véhiculer la communication, ceux qui doivent
participer à faire émerger notre pays, ceux qui doivent donner la bonne information même à l'international ne sont pas dans les très bonnes conditions de le faire parce qu'ils mènent un combat à l'interne et ce n'est pas bon pour le pays. Je pense que l'État aujourd'hui doit revoir sa position et revoir parce que l'entreprise, la presse est avant tout une entreprise privée dans sa majorité, même s'il y a une partie vraiment public, un service public qui est nécessaire. Mais nous qui sommes des organisations de la société civile, nous avons besoin de cette entreprise de presse-là. Nous avons besoin de leur existence parce qu'à côté d'eux, nous participons à renforcer la démocratie. Sans la société civile, sans une presse indépendante, forte et qui est capable de se prendre en charge, la démocratie reste aujourd'hui tributaire de certaines pratiques au niveau de l'exécutif peut-être ou au niveau de la majorité. Et ça, il faut arriver aujourd'hui à restituer à la presse vraiment son rôle premier, c'est-à-dire de donner la bonne information, de participer à la construction du pays et aujourd'hui aussi d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. Sinon, on sent aujourd'hui dans ce pays-là vraiment une réelle tension entre les acteurs qui sont l'État qui doit jouer un rôle de régulation et de participation à l'émergence d'une presse forte et aujourd'hui les acteurs qui sont en train de se battre pour survivre dans des conditions économiques extrêmement difficiles et précaires. Je pense que les assises sont là. J'inviterai aussi ceux qui ont fait le rapport de venir de nous rencontrer en tant que tous les acteurs de la société civile. Aujourd'hui c'est la presse, mais tous les acteurs de la société civile pour qu'ils puissent aussi écouter et entendre et que vous restituiez avec eux aussi vraiment les grandes lignes de ce rapport-là. Parce que ce n'est pas un combat pour vous seulement, c'est un combat, comme il l'a dit tout à l'heure, pour tout le Sénégal. C'est quelques mots que j'avais à dire. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 3 juillet 2025, l'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Dialogue avec les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique et de la formation a rencontré la mairie de Touba pour lui présenter sa nouvelle stratégie qui lui impose de s'ouvrir davantage aux collectivités pour prendre en charge leurs besoins. Alioune Kébé, le directeur général, a salué l'engagement du maire de la cité, Moud Moustapha Mbaye. La commune de Touba a accueilli mardi les innovations du Centre national de la fonction publique locale et de la formation dans le cadre de son programme Dialogue avec les collectivités territoriales. À l'issue des travaux, le directeur général Alioune Kébé face à la presse a souligné que ce programme est une initiative inscrite dans une nouvelle stratégie de déploiement national. Le Centre national de la fonction publique locale, dans sa nouvelle politique de déploiement au niveau national, a décidé de mobiliser ses équipes techniques et d'aller vers la rencontre des exécutifs territoriaux, c'est-à-dire des collectivités territoriales de notre pays, que ce soit les communes ou les départements, afin de leur présenter les missions du centre, mais aussi de leur faire une présentation de l'évolution de la fonction publique locale, mais surtout aussi une présentation de l'offre de formation que le centre a initiée pour accompagner les collectivités dans leur quête de ressources humaines de qualité. Parce que dans le nouveau référentiel Sénégal 2050, le chef de l'État a institué l'ensemble du gouvernement, mais aussi les services de l'État, d'assurer une gouvernance de proximité auprès des collectivités territoriales, mais aussi de mener des politiques qui encouragent l'équité sociale, mais aussi un capital humain de qualité. Du côté des autorités municipales, Serigne Fallou Ndiaye, par exemple, a salué l'initiative et exprimé tout l'engagement de la mairie de Touba à tirer pleinement profit des innovations proposées par le CNFPLF. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Notre correspondant en permanence dans la cité religieuse, Mamadou Moustapha Mbaye. Fête de la Tamkharit, le coordonnateur du comité d'initiative des bouchers, Djibiba, alerte. Il demande une surveillance en organisant l'abattage des bêtes. Suivons surtout en ces périodes de veille de Tamkharit, Djibiba, que je vous propose d'écouter. Qu'on organise l'abattage des bêtes pour la fête de Tamkharit pour que la consommation publique soit surveillée. Sur ce, nous avons adressé même le président de l'Assemblée nationale, El Malik, qu'on salue de passage, qui nous a donné son accusé de réception pour la saisine de notre lettre sur la loi 6648 du 27 mai. Cette loi est une loi qui est à la base pour la sécurité des consommateurs, pour la sécurité de l'alimentation
humaine et animale. C'est cette loi qui a pris en compte les décrets qui réglementent les abattages des animaux de boucherie, des viandes et sous-produits destinés à l'alimentation humaine. C'est le décret 89-543 du 5 mai 1989. C'est ce décret qui porte la réglementation de l'inspection sanitaire et de salubrité des animaux de boucherie, des viandes et sous-produits destinés à l'alimentation humaine. Il y a un autre décret qui charge comment on contrôle les infractions sur la loi 6648, entre autres. C'est pas pour rien qu'on veut mettre ça. Il y a les mosquées qui abattent chaque année des bœufs, mais en violation avec la loi 6648, inconsciemment, et que sur le décret 89 portant réglementation de l'inspection des animaux, c'est bien écrit, inscrit sur l'article 17. On a dit que tout abattage vu pour la consommation humaine en dehors des abattoirs, on doit adresser une correspondance au service régional de l'élevage, quel que soit le lieu d'abattage. Maintenant, c'est pour cette raison qu'on demande aux autorités de prendre en compte, venir nous aider pour qu'on travaille pour mettre en place cette collectif, pour une comité de suivi soit faite et qu'on mette en place, je demande ça au gouverneur, pour un arrêté de créer des sites d'abattage dans la région de Dakar, comme il a fait lors de la fête à Tabaski, créer des points de vente d'animaux sur pied. À l'instant, le coordonnateur du comité d'initiative des bouchers, JP Ba, direction Saint-Louis, où des militants de l'APR ont organisé une marche pacifique pour demander la libération de Mamadou Mansour Faye et d'autres personnes détenues. Lamine Ndiaye, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Bara Diop. Nous devons rester les bras croisés face à cette dérive autoritaire qui menace nos valeurs républicaines, nos libertés et notre avenir. Tout fait. Nous avons également montré que l'esprit de résistance est vivant et que la lutte pour la justice est une noble cause. Nous, membres de l'Alliance pour la République APR Saint-Louis, restons déterminés à exiger la libération de nos camarades et des dissidents injustement détenus. Amadou Mansour Faye, Mohamedou Ngom Di Farba, Moustapha Diop, Lad Diop, Sophie Gladima, Abdoulaye Ndiaye, Moustapha Diakhaté, Omar Sow, Abdou Nguer, Bachir Fofana. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'instrumentalisation de la justice pour des règlements de compte politiques. Tenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Le Sénégal, naguère exemple de démocratie, est devenu le berceau d'une dictature politique liberticide qui piétine nos droits, nos valeurs et notre dignité. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Pikine, Balokos, rue de Paris à Saint-Louis. Il y est 12h16 où le ministre du Tourisme et de l'Artisanat était dans la vieille ville de Saint-Louis où il a présidé un CRD consacré au secteur. Le ministre Mountaga Diawo a souligné l'ambition du gouvernement de faire le secteur touristique un levier de développement durable pour renforcer l'attractivité du pays. Il est au micro de Bara Diop. L'investissement, il est privé. Quand vous faites le pari sur l'avenir, il faut gérer, n'est-ce pas, ce pari-là. L'aéroport de Saint-Louis, il y a eu beaucoup de plaidoyer sur ça. On a pris bonne note. J'ai fait ce plaidoyer auprès de mon collègue du ministère des Transports aériens, demander à l'AIBD de tout faire pour que effectivement que la desserte aérienne de Saint-Louis soit effective. J'ai un problème quand on me dit que le syndicat d'initiative de Saint-Louis est verrouillé. Si vraiment ce syndicat est verrouillé, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le rôle et la responsabilité. Le syndicat d'initiative doit être ouvert. Et j'en profite pour dire à M. le Président de l'association des quartiers de Saint-Louis qu'il n'y a que les agents de voyage qui sont autorisés à faire le transport touristique. On doit vous accompagner pour vous formaliser. Vous peut-être vous accompagner même à créer un agent de voyage parce que vous transportez des touristes. Avant tout, il y a la sécurité. C'est l'événementiel. Il y a des pays qui sont venus au Sénégal nous copier, ils sont repartis chez eux et ils sont en train de dérouler des événements dans l'année qui boostent effectivement l'activité touristique. Pour ne pas le nommer, c'est le Rwanda où actuellement ils sont à plus de 70 événements. Pendant ce temps, on est à 12. Parmi les 12, il y a le festival de jazz de Saint-Louis. Mais Monsieur le Président, je pense qu'il faut aller voir avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, comment accompagner cet événement important. Tout à l'heure, comme la SRT l'a dit, pendant 5 jours, tous les hôtels étaient pleins. C'est un événement très important qu'il faut valoriser. C'est pas seulement un événement culturel. Ce festival également a une dimension touristique. Il faut qu'on l'accepte. Et à partir de maintenant, le ministère du Tourisme, n'est-ce pas, va chercher à accompagner le comité d'organisation du festival de jazz. Et au même moment, nous allons accompagner tous ces événements qui sont organisés dans ce pôle touristique également. Parce que tout simplement, le secteur tourisme de l'artisanat, ce gouvernement compte pour effectivement améliorer notre PIB.
À l'instant, le ministre Muntaga Diao, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui était dans la ville de Mamkumba Bang. Nous voici à la ville de Bosse Kumbodjigen. Kaolack souffre beaucoup des contraintes environnementales, la contrainte climatique marquée par la prévalence d'une forte chaleur, salinisation des terres et des déchets solides. Sambaba, environnementaliste et coordonnateur du réseau des éco-citoyens, invite les autorités à la mise en œuvre d'un programme environnemental. Et comme vous le savez, la ville de Kaolack souffre d'une raréfaction d'arbres dans un contexte marqué par les changements climatiques, exposant les populations à des difficultés de résilience, ainsi que la salinisation des terres et les déchets solides. C'est dans ce contexte que certains jeunes s'engagent à travers le reboisement pour lutter contre ce phénomène. Et actuellement, ce qui pose problème, il y a des jeunes qui organisent des journées de reboisement, alors qu'il y a toujours le manque de suivi des plantes. Alors qu'à Kaolack, il y a des espèces qui adoptent à ces jeunes. Par exemple, on parle des espèces halophiles. Il y a ce qu'on appelle le peltophorum, le filao, l'eucalyptus, le flamboyant sont des plantes adoptant à la salinisation des terres. Alors qu'à Kaolack, il y a des jeunes qui organisent des journées de reboisement sans pour autant d'abord identifier le type de sol. D'abord, il y a le sol acide, il y a le sol neutre, il y a aussi le sol basique. Donc après avoir identifié le type de plan et le type de sol, il y a ce qu'on appelle également la préparation du sol. Comme vous le savez, la préparation du sol, c'est la base de la réussite du reboisement, qui est la préparation du sol. D'abord, il faut bien préparer le sol. Comme vous le savez, à Kaolack, on parle de la salinisation des terres. Si vous n'avez pas bien préparé le sol, cela peut aussi créer quelques problèmes au niveau du reboisement. Après avoir préparé le sol, il y a également la plantation, la protection et surtout l'entretien. Comme à Kaolack, il y a des gens qui organisent des journées de reboisement sans pour autant protéger les arbres, sans pour autant protéger la plante. Et cela peut aussi créer quelques problèmes au niveau du reboisement. Au niveau de l'organisation de cette salle dans les quartiers de Kaolack, malgré les efforts consentis par certaines associations et les groupements de femmes, il reste encore à faire. Les associations n'ont pas les moyens pour faire beaucoup de choses. C'est à l'État ou les municipalités de les accompagner, c'est-à-dire de mettre en place un budget ou bien des financements au sein des quartiers pour financer les associations et le groupement de femmes. Et cela vraiment permettra aux associations de mieux faire et d'organiser beaucoup plus de campagnes de set-settle dans les quartiers. À l'instant, Sambaba, environnementaliste et coordonnateur du réseau des éco-citoyens. 72 heures de l'AS Ifragel de Laona, une occasion de rassembler supporters, sympathisants, dirigeants et autres, célébrer leur communauté, promouvoir des activités avec un récital de Coran. Bokar Djong, chargé de la communication, au micro de Cheikh Tidiane. Les 72 heures de l'AS Ifragel, si vous voyez, on a pris 3 jours, on a scindé le programme. C'est-à-dire hier, il y avait un récital de Coran, parce que vu qu'on a des disparus de l'ASC depuis la formation à nos jours, on a pris le temps de faire un récital de Coran pour vraiment prier pour eux. Le soir, parce qu'on a scindé le quartier en 3 zones. Il y a Deo, Gazelle et Vasco. Le récital de Coran, on l'a fait hier chez le président, qui se trouve pratiquement au niveau de Gazelle. Hier, le soir, on avait un feu de camp à Deo et aujourd'hui, vous voyez la cérémonie officielle à Vasco. Demain aussi, il y aura un grand sabbat avec les jeunes filles de l'ASC. Donc tout ça, on a vu une mobilisation de l'ASC. C'est le principal objectif qu'on a visé. C'est-à-dire on a vu que depuis des années, il y avait un problème de mobilisation au niveau de l'ASC. On disait souvent que l'ASC n'a pas de supporters. L'ASC gagnait, mais on voyait dans les gradins qu'on n'avait pas assez de supporters. Mais cette initiative, on l'a pris pour remobiliser le quartier. Vous avez vu la mobilisation autour des 72 heures. Vraiment, ça, c'est le principal objectif de l'ASC. C'est-à-dire nous avons un président élu cette année. Autour de lui, il y a des jeunes très dynamiques. On peut citer un, en l'occurrence, Michel Lendor Tchoun. Un jeune très dynamique et plein d'initiatives. Pratiquement, c'est de lui qui est venu l'idée d'organiser 72 heures. Vous voyez, maintenant, en ayant cette idée de faire les 72 heures au niveau du quartier, il a partagé ça avec le président et le président l'a partagé avec l'ensemble des membres de l'ASC. Et vous voyez qu'on a concrétisé cette idée qui est maintenant devenue 72 heures et qu'on veut vraiment perpétuer pendant des années encore. Sur le plan développement, c'est comme on a les idées sont là, mais comme disent les Anglais, step by step, on fait doucement pour aller maintenant vers d'autres idées. Après ces 72 heures, on va essayer encore de réunir le bureau pour d'autres initiatives, Inch'Allah. 72 heures de l'AS Ifragel. Vous venez d'entendre les propos de Bokar Djong. Il est le chargé de la communication. Vous n'assistez à la cérémonie officielle des 72 heures. Le président de l'ODCAV de Kaolack, Insa Diouf, a félicité les dirigeants pour cette belle initiative. Il invite également les autres présidents à suivre le pas. Il est interrogé par Cheikh Tidiane. L'AS Ifragel devient un exemple pour toutes les AS du Sénégal. Je ne parle pas de Kaolack, parce que même au niveau de l'ONCAV, notre
problème principal, c'est le développement de la culture. Et vous savez, ces derniers temps, le ministre de Sport et de la Culture a initié des réformes dans le domaine du football. Surtout de promouvoir la culture, de développer le civisme et la citoyenneté constructive. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ASC Ifragel nous a montré le pas. C'est l'occasion pour moi, en tant que président de l'ORECAF de Kaolack, au nom du président de l'ORCAF de Kaolack, au nom du président de l'ONCAF de Kaolack, de féliciter chaleureusement l'ASC Ifragel pour ces belles initiatives. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? Surtout avec la première phase, le génie en herbe, on a vu des enfants qui n'ont pas été témoins de certaines actions de l'ASC Ifragel, qui n'étaient même pas nés au moment où l'ASC Ifragel battait ses records. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec cette belle initiative, je crois que l'histoire retiendra que donc l'ASC Ifragel a encore fait beaucoup de pas. C'est-à-dire l'aspect culturel, vous avez vu, au niveau de l'ORCAF de Kaolack, on avait essayé à développer des actions culturelles. Et pour une année, dans l'ensemble des 67 ASC de Kaolack, il n'y avait que 4 ASC qui avaient participé. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, on n'avait pas vu la participation de l'ASC Ifragel. Mais je crois qu'avec cette belle initiative, demain, si on organise des compétitions théâtrales, je crois que l'ASC Ifragel est déjà prête. Et ça, vraiment, on invite tous les présidents d'ASC de suivre les pas de l'ASC Ifragel qui viennent avec une ASC New Look. Mais ça ne nous a pas surpris parce que c'est une ASC qui a tout gagné sur le plan footballistique. C'est une ASC qui n'a plus rien à démontrer sur le plan footballistique. Qu'est-ce qu'on attend de cette ASC? C'est le développement de la culture. C'est aussi aller vers le développement. Et je crois qu'avec cette équipe, avec ces anciens que je vois aujourd'hui, c'est ce qu'ils pourront gagner le pari de ça. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Palais de justice de Kaolack, il y est bientôt 12h26. La violence présente dans la société est marquée dans les affaires judiciaires avec des coups et blessures volontaires, injures et menaces de mort hier au tribunal de grande instance de Kaolack. Autre fait marquant, les affaires de chanvre indien après une découverte dans un moyen de transport en commun à l'audience des flagrants délits du TJ de Kaolack hier. Un chauffeur et 2 apprentis coxeurs ont été relaxés au bénéfice du doute. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Nefatou Cissé. Mieux vaut relaxer 10 coupables que de condamner un innocent. Lors de son réquisitoire, le procureur qui demandait au juge de relaxer les 3 prévenus au bénéfice du doute leur rappelait ainsi un principe de droit. On ne sait pas comment la drogue a été dissimulée dans la cabine du minibus AFTU et il n'y a pas de preuves pouvant attester que ce sont les prévenus qui l'ont introduit dans le véhicule. Il se pourrait bien que ce soit une autre personne, dira le maître des poursuites, qui soulignera qu'un doute persistant entoure le dossier. Sans surprise, il sollicitera la relaxe des prévenus. Au bénéfice donc du doute, la défense, en phase avec les réquisitions du parquet, manifestera son soulagement tout en saluant un réquisitoire dont elle dira être admirative. Et pour cause, donnant son verdict sur le siège, le tribunal relaxera le chauffeur Sayer et ses 2 apprentis au bénéfice du doute. Un procès qui ravive la problématique du transport du chanvre indien, surtout dans la zone du sud vers les autres localités du pays, le plus souvent avec des subterfuges et autres procédés des trafiquants qui mettent en cause les personnes en charge des véhicules de transport en commun, notamment les chauffeurs et les apprentis. D'où le message que leur a délivré le tribunal pour plus de vigilance dans la gestion des bagages, notamment en ce qui concerne l'identification arrêtée par les éléments de la subdivision des douanes de Nyoro, qui lors d'un contrôle ont découvert une valise contenant 3 kg de chanvre indien qui n'a pas été numérotée comme les autres. La valise n'ayant pas de propriétaire, les 3 prévenus arrêtés, déférés et placés sous mandat de dépôt ont campé hier sur leur dénégation. À l'issue de leur procès, ils ont pu retrouver la liberté grâce donc à une relaxe au bénéfice du doute, faute de preuves pouvant attester leur culpabilité. Actualité internationale. Sur l'international des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont mené une attaque d'une ampleur inédite dans la région de Kaï, dans l'ouest du Mali.
Le Mali, à nouveau victime d'attaques terroristes. Hier, 7 villes ont été visées dans ce que l'état-major des armées qualifie d'attaques coordonnées. Les villes de Kay, Nioro du Sahel ou encore Niono ont été ciblées. David Baché, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, revendique ces attaques. Le Burkina Faso, lui aussi, est victime d'une attaque. Lundi, des hommes armés ont visé un poste de police de l'université de Fadan-Gourma. Bilan, 7 policiers tués et plusieurs portés disparus. Ali, Sylvia et Noureddine Bongo, entendus par des juges d'instruction à Paris. L'ancien président, sa femme et son fils avaient déposé plainte en France pour séquestration, détention arbitraire, actes de torture et de barbarie contre les autorités de Libreville. Sylvia et Noureddine Bongo étaient détenus jusqu'en mai dernier au Gabon. Ils sont notamment soupçonnés de détournement de fonds publics. Actualité internationale. C'est une décision politique qui le libérera. Voilà ce que dit l'auteur Jean-Christophe Ruffin ce matin, membre du comité de soutien de Boualem Sansal. Il s'est exprimé au micro d'Arnaud Pontus au lendemain de la condamnation de l'écrivain franco-algérien. Il écope de 5 ans de prison en appel. La justice lui reproche des propos tenus dans un média d'extrême droite français dans lequel il affirmait que sous la colonisation française, Alger avait hérité de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Désormais, Boualem Sansal a 8 jours pour se pourvoir en cassation, mais ses soutiens en France souhaitent qu'il obtienne une grâce présidentielle, à l'image d'Arnaud Benedetti. Il est le fondateur du comité de soutien international. Actualité internationale. Premier ministre français a lui aussi dit espérer une mesure de grâce présidentielle. Condamnation confirmée aussi pour Ousmane Sonko. La Cour suprême valide la peine du Premier ministre sénégalais pour diffamation. C'est cette condamnation qui lui avait valu d'être inéligible à la dernière présidentielle. L'actualité au Sénégal, c'est aussi la question de la dette. La banque Barclays l'a réévaluée dans un rapport. Elle passe à 119% du PIB, plus 20 points en un an, faisant du Sénégal l'un des pays les plus endettés d'Afrique. Actualité internationale. Actualité internationale. Lui a été entendu hier pour la première fois par la criette au Bénin. Julien Kandé-Kansou était hier devant les juges. Le jeune écrivain et militant du parti d'opposition Les Démocrates a été inculpé le 12 juin dernier pour harcèlement par le biais d'une communication électronique et publication de fausses nouvelles. Hier, première audience donc. Jean-Luc Aplogan, les juges ont ouvert tout de suite les débats. Actualité internationale. C'est une nouvelle conséquence de la baisse des financements américains dans l'aide internationale. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Elle va devoir mettre fin à ses opérations à destination des réfugiés soudanais installés en Égypte, en Libye, en Centrafrique ou encore en Éthiopie. Ces 4 pays accueillent pourtant la moitié des 4 millions de Soudanais qui ont fui la guerre. Il faudrait 200 millions de dollars pour financer les opérations pour les 6 prochains mois. Actualité internationale. Elles sont surtout peuplées de tortues qui viennent y pondre leurs œufs. Elles abritent aussi quelques militaires français. Les îles éparses continuent d'attiser les tensions entre la France et Madagascar. Antananarive réclame la souveraineté sur ces atolls de l'océan Indien, ce que refuse Paris. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec les quarts de finale retour de la Coupe Carabao. Toutes les rencontres se joueront à partir de 17h ce soir. US Gorée reçoit Sonacos à Djagali Bakayoko. SMA FC reçoit Ice Peking à Aline Sitoé Diatta. Diamono de Fatick reçoit Walidan à Massen Sen. Guédiawaye Football Club reçoit Génération Foot au stade des Parcelles Assainies. Préparatif CAN féminine Maroc 2024 après leur belle victoire devant l'Algérie. Le coach Moussa Sissé revient sur la performance de ses joueuses, mais les objectifs que se sont fixés l'encadrement technique, voici ses propos. C'était un très beau match entre 2 belles équipes. Une équipe d'Algérie avec beaucoup de technicité, beaucoup de parcours sur le plan tactique. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, notamment en première période. Mais nous avons su élever notre niveau, mettre l'intensité qu'il fallait pour essayer de les contenir. Et après, nous donner les moyens de marquer des buts en deuxième période. Je pense que c'est un match, un bon test pour nous avant la CAN. On voulait gagner ce match-là pour partir à la CAN avec beaucoup plus de confiance, beaucoup
plus de sérénité. Et je félicite les filles pour l'intensité, pour les efforts qui ont été faits pour gagner ce match. Pour moi, ce qui était important sur ce match-là, c'était moins le score que les enseignements qu'on peut en tirer pour la CAN. C'est le contenu qui est important pour moi. Cette équipe nous a posé des problèmes, nous avons su réagir en mettant les solutions appropriées et c'est ça que je vais retenir par rapport à ça parce que pour moi, le score n'est que le résultat du comportement des joueurs sur le terrain. On est dans une poule très très relevée avec le Maroc, la Zambie, la RDC, mais c'est à nous d'élever notre niveau pour être à la hauteur de nos ambitions et nous sommes bien préparés. Nous allons y aller avec de l'humilité, ce qui nous a toujours caractérisé, mais avec des ambitions et du réalisme. Donc nous y allons avec nos forces et essayer de défendre crânement nos chances pour passer déjà le premier tour. Après, essayer de faire mieux que la dernière CAN où on était éliminé en quart de finale par la Zambie. L'international portugais Diogo Jota, attaquant de Liverpool, est décédé tragiquement ce jeudi dans un accident de la route survenu près de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne. L'ancien coéquipier de Sadio Mané était âgé de 28 ans. Jota laisse derrière lui une carrière riche, marquée notamment par son passage à Wolverhampton, puis son transfert à Liverpool en 2020. Jota s'était marié 2 semaines plus tôt. On l'intérêt pour rejoindre les parquets à quelques semaines du coup d'envoi de l'afro-basket féminine. Le Sénégal en préparation au stadium Marius Ndiaye. Le coach des Lions revient sur les perspectives et les objectifs de l'équipe nationale féminine. Moi je dis, il faut dire que le Mali c'est un bon sparring partner. Cette équipe donc on a eu donc à jouer 2 fois donc lors de l'afro-basket passé donc à Kigali. Et cette équipe aussi avait joué donc les demi-finales de la Coupe d'Afrique. Donc c'est un adversaire donc de taille. Il est important vraiment dans la préparation de jouer par rapport à ces adversaires-là pour voir la volée intrinsèque de l'équipe et la volée extrinsèque de cette équipe-là. Pour le Sud-Soudan aussi, c'est pratiquement le même profil donc que l'Ouganda, d'autant plus qu'on va jouer donc l'Ouganda. Il fallait aussi le Sud-Soudan, c'est une nation donc en émergence. Prendre cette équipe-là vraiment nous permettra aussi de voir un peu ce que donc l'Ouganda donc fait. C'est des choix stratégiques qu'on a fait par rapport à l'expérience donc du Mali, à son vécu et par rapport aussi à cette équipe du Sud-Soudan qui joue donc de la même façon donc que l'Ouganda. Voilà donc l'objectif donc de ces 2 matchs amicaux. Le problème ne se pose pas, c'est un peu difficile avec cette chaleur-là, mais on va trouver cette chaleur en Côte d'Ivoire. Donc il est important vraiment de travailler sur cette chaleur-là. D'ici donc peut-être avant donc de partir, on aura donc un groupe au top. Voilà, le problème ne se pose pas à ce niveau. Perspective, je l'ai dit, en 2023, on a joué donc à la finale, qu'on appelle donc devant le Nigeria. On ne peut pas donc faire pour moins que ça. Il faut vraiment arriver donc en finale et battre cette équipe du Nigeria. On ne se cache pas, l'objectif est très clair. C'est quoi? C'est gagner donc la Coupe d'Afrique, tout simplement. Parlons à présent de rugby. La Sénégalaise Edwige Manga a été retenue par Rugby Afrique pour officier en tant que commissaire de match lors de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 7 prévue du 8 au 20 juillet au Mandela National Stadium en Ouganda. Ça est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 9 par Ndeye Fatou Cissé. La réaction du chef de l'État suite à la mort de 3 personnes survenues alors que la police faisait des interventions largement évoquées ce matin par la presse écrite. Le président Diomaye s'exprime et promet justice, titre à ce propos. Le Point. Rosso et Cambérène, le chef de l'État condamne les bavures policières et annonce des sanctions. Relate Vox Populi. Violence policière, écrit l'As. Diomaye promet des sanctions exemplaires. Titre la publication. La mort ne doit jamais être une banalité, dit à la une de l'info le président de la République, qui à la une du quotidien national Le Soleil déclare sans autre forme de procès que le fait que des citoyens lors d'interpellations de la police perdent la vie ne pourrait jamais être considéré comme une banalité. Il appelle, souligne toujours Le Soleil, à situer les responsabilités et à sanctionner avec fermeté. Meurtre de l'étudiant Lamine Diallo, artiste de Seine-Petit Gallé par son camarade de chambre. Source A livre aujourd'hui ce matin à ses lecteurs les premiers éléments de l'enquête, les aveux du meurtrier de Lamine Diallo à la une de Rewmi Quotidien. Et puis l'autre sujet largement évoqué par les journaux sénégalais parus ce jeudi, c'est la sortie d'Ousmane Sonko suite au verdict de la Cour suprême dans l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang. Gëm Sa Bopp fustige les propos contre la justice, titre l'évidence, le jeu multiface, titre le journal Le Quotidien. Entre le simple citoyen, le chef de parti et
le PM. Sonko veut tous les avantages, note le journal qui mentionne que l'APR dénonce une clochardisation des institutions. Attaque contre les magistrats, victimisation, volée de bois vert contre Sonko. Le titre barre la une de Walf Quotidien. Pendant ce temps, le silence de l'UMS relevé par la tribune. L'Union des magistrats affaune sur les accusations de Sonko, note le quotidien du groupe des médias. Et puis le quotidien Yor à la Sonacos fait allusion à une structure au ralenti avec des pertes cumulées de plus de 32 milliards. Les syndicalistes tirent la sonnette d'alarme au moment où le DG Ndandiagne accuse l'ancien régime, relate le journal. Immigration clandestine malgré les grosses promesses, Barça ou Barsac, plus que jamais d'actualité. Le titre est à la une du journal Les Échos. Une embarcation échoue à la plage de Malibo avec 9 candidats à bord, dit le journal qui, décrivant la situation, d'indiquer qu'ils ont quitté la Gambie mardi 25 juin. Les passeurs sont des Sénégalais, informe le journal qui révèle que le commandant de bord avait fait croire aux candidats qu'ils sont sur une plage au Maroc. eSport lutte avec frappe Cité Balla Gaye 2. L'Observateur annonce ce matin que le CNG est dans une stratégie qui a pour but de sauver le combat. Des avocats pour trouver des voies et moyens, dit Tribune eSport. Football, élection, Fédération sénégalaise de football, le fauteuil de Senghor convoité, titre enquête. 5 candidats en lice, dont l'éternel rival Madi Touré et le discret Abdoulaye Fall. Épilogue la publication qui souligne que derrière la bataille des hommes, c'est l'avenir de la gouvernance du football sénégalais qui se joue. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodoussek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Ndefatou Sissé. Était devant ce micro Serigne Moussakan. L'info revient dans moins de 20 minutes pour la version Wolof. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Restitution des conclusions des assises des médias. Le président du comité scientifique, Martar Silla, plaide pour une refonte de l'écosystème médiatique sénégalais. Vous l'avez entendu dans ce journal. Dialogue avec les collectivités territoriales. Le Centre national de la fonction publique et de la formation a rencontré la maire de Touba. Son directeur général Alioune Kébé a salué l'engagement du maire. Nous sommes rendus à Touba, Mosquée, Kaolack. Insuffisance d'arbres et espaces verts avancés du sel causés par le changement climatique et le déséquilibre hydrodrastique. L'environnementaliste Sambaba sensibilise sur les dangers. La chronique judiciaire de ce jeudi. La violence représente dans la société est marquée dans les affaires judiciaires, avec des coups et blessures volontaires, injures et menaces de mort. Sur l'international, des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont mené une attaque d'une ampleur inédite dans la région de Kayes, dans l'ouest du Mali. Et puis sport, l'international portugais Diogo Jota, attaquant de Liverpool, est décédé hier dans un accident de la route dans le nord-est de l'Espagne. L'ancien coéquipier de Sadio Mané était âgé de 28 ans. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussakan.